Florence Sueur, accompagnée de Michael Moya, chargé des relations entreprises-partenariat pour Centaure Île-de-France, Astrid Cousin, porte-parole du groupe Magnolia, et Thierry Loriou, président de l'IESF, la Société des ingénieurs d'Île-de-France, et représentant l'école EIDD. Pour nos 3 thèmes aujourd'hui, assurance emprunteur, formation à la sécurité sociale, à la sécurité automobile et ingénieur premier emploi. Alors, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, Thierry Loriou. Expliquez-nous, vous êtes président de l'IESF, donc la Société des ingénieurs d'Île-de-France. Expliquez-nous un petit peu cette Société des ingénieurs. Pourquoi, depuis quand et pourquoi faire ? Alors, l'IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France, c'est une très vieille association puisque je crois qu'elle a été fondée en 1860. Au départ, c'était des ingénieurs civils et a priori beaucoup de gens du ferroviaire. Cette société, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle a pour but de porter un peu plus haut la voix des ingénieurs, qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs dans la société française. Et elle regroupe, je crois, 175 alumni. C'est quoi les alumni ? Ce sont les anciens d'une école. Ce sont les associations d'anciens. Voilà, donc en France, il y a 200 écoles d'ingénieurs, à IESF, il y a 175 alumni, et moi je représente bien sûr la délégation régionale pour l'Île-de-France de cette association. Ah, c'est un beau résultat, 175 écoles sur 200. Oui, il y a un espèce d'esprit de corps dans les écoles d'ingénieurs, et effectivement, on a tous entendu parler d'entraide, de groupes qui se constituent dans des entreprises ou dans des grands groupes internationaux mondiaux de l'industrie. Et il y a effectivement cet effet de corps que l'on essaye de développer. En même temps, il y a de l'ouverture, puisque au départ, il était question que d'ingénieurs. Et vous avez noté dans le titre ingénieurs et scientifiques, c'est-à-dire que nous accueillons depuis quelques années les gens de l'université, les gens qui ont suivi une filière académique, c'est-à-dire des gens qui sont titulaires d'un master ou d'un doctorat, d'une thèse. Justement, la proportion master-doctorat, est-ce que vous connaissez les chiffres ? Est-ce que les jeunes, finalement, quand ils ont leur master, s'engagent beaucoup dans une voie doctorante, ou est-ce que finalement, il faudrait les pousser un peu plus ? Non, je pense que... Alors, on peut arrêter après le master, bien entendu, on est à Bac+5 ou Bac+4, et je pense qu'il y a une dizaine de % qui continuent en thèse, en doctorat, et d'ailleurs, nous, on pousse vers cette évolution-là des choses, y compris pour les ingénieurs diplômés. Nous pensons, à IESF-IDF, que la formation ingénieur plus le doctorat derrière apporte certainement beaucoup plus d'aisance au niveau de l'international, au niveau des recherches bibliographiques et surtout au niveau d'une expérience de recherche. Et c'est très important d'aller dans un labo de recherche pour voir effectivement comment on travaille. C'est assez différent de ce qu'on peut trouver dans les départements R&D de l'entreprise. Alors, vous menez pas mal de missions dans cette association d'ingénieurs scientifiques de France, puisque j'ai vu que vous aviez engagé le projet technique qui est proposé par la Fondation Agir contre l'exclusion. Vous avez aussi le projet en ce moment Osons l'industrie, qui est fait en partenariat avec le Conseil national de l'industrie et l'Alliance pour l'industrie du futur. Vous avez aussi, avec votre réseau Promotion des métiers de l'ingénieur et du scientifique, une action donc pour insister sur les métiers et les formation des ingénieurs. Et là, vous venez de signer un accord avec la région Île-de-France. Expliquez-nous un petit peu cet accord et pourquoi. Alors, l'Île-de-France vient de développer une plateforme, justement, qui s'appelle Mon Île de Science et qui a pour objectif d'assurer une vulgarisation des métiers scientifiques et qui, par certaines actions, va aider les collégiens, les lycéens à venir emprunter des formations scientifiques. On a une espèce de désaffection des jeunes pour les matières scientifiques. On a peur des maths, on a peur de la physique. Il y a le fameux plafond de verre aussi des jeunes filles qui sont actuellement 30% dans les écoles d'ingénieurs. Ça n'est pas normal, ça n'est pas satisfaisant. On va essayer effectivement de développer cet aspect des choses pour entraîner plus de jeunes vers les carrières scientifiques, plus de jeunes filles vers ces métiers. Et la région participe de cet effort avec Mon Île de Science. Alors, entraîner plus de jeunes vers les matières scientifiques et notamment les jeunes filles, quelle est la proportion ? Puisque, en fait, au lycée, il y a à peu près moitié filles, moitié garçons. Oui, il y a moitié-moitié au lycée et dans les classes prépa, c'est nettement moins. Et dans les écoles d'ingénieurs, depuis 10 ans, les filles sont 30%. Or, ça n'est pas satisfaisant. On constate, moi je suis à l'EIDD, École d'ingénieurs Denis Diderot à Paris, je constate que les jeunes filles trustent en général les premières places des promotions. Et absolument, il ne faut absolument pas qu'elles aient de crainte, de doute ou d'appréhension à embrasser des carrières scientifiques, à aller vers les maths et la physique. Elles peuvent très très bien réussir, elles sont souvent plus sérieuses,
plus accrocheuse, plus dynamique. Un seul exemple, le colloque que nous organisons le 11 mars qui s'appelle Ingénieur premier emploi, espoir et réalité. On va en parler dans quelques minutes. Nous avons cherché dans la promotion de première année des volontaires pour s'occuper et organiser ce colloque. Nous avons eu 5 filles qui se sont présentées et qui ont mis en place ce colloque. Donc ce colloque va être organisé que par des femmes? Oui. Bravo. Voilà, donc voilà un bel exemple. Nous nous efforçons d'assurer la parité lorsque nous avons des intervenants, des speakers et des membres de table ronde. On essaye effectivement d'attirer de plus en plus de femmes vers ces professions d'ingénieurs. Il y a des associations en place, Femmes ingénieurs, Elles bougent, Femmes et sciences, Femmes et maths. Il y a déjà un certain nombre de prises de conscience de ce point de vue-là. Enfin, ceci dit, revenons un petit peu sur la peur des maths et de la physique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait pour attirer plus de jeunes vers ces matières? Est-ce que c'est la manière dont est enseignées les maths et la physique, ou est-ce que en fait ça demande trop de travail et finalement les jeunes ne veulent plus peut-être s'entraîner à faire de la physique et des maths? Ça reste quand même des matières très, on va dire, immatérielles. Il y a une espèce d'image de marque un petit peu par trop sérieuse, par trop rébarbative. Je crois que effectivement, ce qui a fait peur aussi, c'est quand on parle de classe prépa, de taupe, on s'imagine des étudiants qui sont en permanence dans les livres, qui ne sortent plus, qui ne vont plus au cinéma, qui ne peuvent rien faire d'autre que leurs études. Bon, cette image-là est un petit peu battue en brèche. On a des gens... Et d'ailleurs, on voit bien dans la formation des ingénieurs aujourd'hui l'importance des soft skills, l'importance de la vie associative. Les gens qui sont dans le bureau des étudiants, les gens qui sont dans la junior entreprise, les gens qui sont dans tout un tas d'organisations associatives dans les écoles d'ingénieurs sont beaucoup plus ouverts. Et moi, je fais l'effort d'attirer ces jeunes vers ces... Pour moi, ça fait partie intégrale de la formation. Et ça aide le futur ingénieur. Un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui travaille seul dans sa tour d'ivoire. Un ingénieur, il a des supérieurs, il a des collaborateurs, il a des clients, il a des fournisseurs. C'est un homme de communication. Si on n'apprend pas ça à l'école, on perd un petit peu de temps. Et on apprend d'autant plus cela que l'on est dans un groupe de collègues. Donc on va organiser une fête, un événement spécifique, on vient de parler de ce colloque, on va organiser des journées sportives, on va organiser des week-ends culturels, etc. Les étudiants se prennent en charge, organisent, communiquent, développent, et je pense que c'est vraiment une partie importante de leur formation. Et d'ailleurs, dans les recrutements aujourd'hui, les soft skills, donc tout ce qui ne concerne pas la formation scientifique, est à peu près à 50% du choix des recruteurs. 50%? Oui, 50%. Donc c'est énorme. Donc le côté complémentarité de l'être humain, finalement, prend presque le pas sur la formation scientifique. Interrogez les recruteurs, vous allez voir. C'est ce qu'on va faire. Alors Thierry Leriou, je rappelle que vous êtes donc le président de la Société des ingénieurs et scientifiques d'Île-de-France. On vient de parler un petit peu de cette formation et pourquoi est-ce qu'il faut attirer les jeunes vers les matières scientifiques et la formation d'ingénieurs. Est-ce que le fait des concours dont on vous avait parlé tout à l'heure ne fait pas peur également aux jeunes qui sont en lycée ? Oui, certainement. Il y a cet aspect de sélection qui finalement n'est plus très à la mode. On pense que c'est vintage, cette sélection par les maths, cette sélection par les matières scientifiques, etc. Bon, il n'en reste pas moins que nous avons des formations d'excellence dans ce qui concerne les ingénieurs. Théoriquement, dans une école d'ingénieurs, vous trouvez effectivement des gens qui ont fait des études scientifiques, très peu de littéraires, très peu d'économistes. Et bon, on est dans un pays où effectivement l'industrie a évolué vers la R&D. On est une société de systémiers, on ne fabrique plus beaucoup de choses en France, on sait pourquoi, la compétitivité, les salaires, les avantages, etc. Et donc... Est-ce qu'il n'y a pas un retour justement vers... pourtant, la France, l'Île-de-France en particulier, souhaite réindustrialiser ces régions? Oui, à mon avis, c'est une bonne idée. Il est difficile de concevoir un pays sans industrie. D'ailleurs, on en paye un petit peu les pots cassés actuellement. Il est je crois, très louable de vouloir faire revenir des entreprises, des usines, de la fabrication, de la production. Bon, il y a des gens qui n'ont jamais lâché cet aspect-là des choses. Il faut revenir, il faut réindustrialiser. Vous avez quelqu'un comme Montebourg et d'autres en politique qui parlent beaucoup de ce sujet. Faire revenir en France des productions, oui, c'est intéressant. Et bon, on ne peut pas tout délocaliser. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, si nous avons encore de bons résultats, c'est en particulier dû à la matière grise de nos ingénieurs. Il faut bien justement, comment se place-t-on par rapport à l'international? Parce que
que combien d'ingénieurs produit-on en France? Comment se place-t-on donc par rapport à d'autres pays? La Chine, elle, produit 400 000 ingénieurs par an. Alors en France, c'est 10 fois moins. Je pense qu'on produit, avec ces 200 écoles dont je viens de parler, 40 000 ingénieurs. Je pense qu'on pourrait en absorber 50 000. Donc les jeunes... On parle de ces difficultés. En même temps, on a une augmentation d'à peu près 3% des effectifs dans les écoles d'ingénieurs. Quand vous sortez avec un diplôme d'ingénieur, pratiquement, vous n'avez que très peu de taux de chômage dans ce métier. Je crois qu'il est à 3%. L'ingénieur, c'est un peu le couteau suisse de l'entreprise, puisque effectivement, le spectre de formation est très large. On a parlé des soft skills, mais bien entendu, la formation scientifique, c'est la base pour un ingénieur. Et on a en France une filière d'excellence. Il suffit de voir le recrutement des GAFAM, n'est-ce pas? On s'aperçoit que les ingénieurs français sont très prisés. Aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on a nombre d'ingénieurs français. En Allemagne, en Angleterre, un peu partout en Europe, les ingénieurs français sont reconnus comme étant des gens qui sont très très bien formés. Je pense que ça, il n'y a pas de... Alors, on ne forme pas assez, peut-être, mais 40 000, il faudrait peut-être 50 000, effectivement, on va s'y employer. Et le côté donc doctorant, on n'en a pas tellement parlé. À quoi mène une formation, donc une fois qu'on a eu son master, à quoi mène cette fonction de doctorant? Donc c'est de la recherche pure ou bien? Oui, alors on a la recherche pure, la recherche fondamentale qui est en général liée à la partie académique, c'est-à-dire les universités. On a de très bonnes filières de recherche R&D en France avec des docteurs, avec des masters, etc. On a aussi beaucoup de R&D dans les entreprises. Je crois qu'à peu près 3/4 de l'effort de recherche actuellement en France, il est dans les entreprises. On peut parler de Saint-Gobain, on peut parler de Danone. On a fait une conférence il y a très peu de temps sur l'hydrogène. On a avec l'air liquide un des champions mondiaux de l'hydrogène, dont on parle beaucoup comme étant une énergie nouvelle prometteuse. Et tout ça, ce sont effectivement des filières d'excellence pour les ingénieurs et aussi pour les docteurs. On peut pas avoir un pays qui soit aujourd'hui dans la compétition sans une recherche, sans une recherche et développement forte. Et je crois qu'on a pris conscience de cela au plus haut niveau de l'État. Et donc les entreprises financent, j'imagine, ces jeunes, ceux qui veulent faire un doctorat? Oui, bien sûr. On a une filière avec la thèse CIFRE où les industriels, je viens de parler de Saint-Gobain par exemple, qui est un pourvoyeur de thèse CIFRE important, c'est-à-dire qu'on va financer, après le master, on va financer pendant 2 ou 3 ans un jeune qui va faire une thèse sur un sujet très pointu et qui va être salarié. Le jeune qui est à Bac+6, il a 24, 25 ans, il commence à avoir quelques besoins financiers, n'est-ce pas? Et il est de bon ton que les entreprises financent, surtout qu'en général, un titulaire d'une thèse CIFRE financée par les entreprises est embauché pratiquement à tout coup par le financeur. Donc il y a une espèce de mise en route et de filière qui va vers un emploi dans la R&D. Alors Thierry Loriot, vous êtes président de la Société des ingénieurs de France, l'association, mais vous êtes en même temps le chargé des relations de l'école donc Denis Diderot à Paris. C'est une école, parce que on a parlé du concours tout à l'heure, de ces fameux concours sélectifs. Oui. Alors, quelle est la proportion des élèves qui... Vous dépendez d'une université. Oui. Comment se passe l'entrée dans votre école? Est-ce qu'il faut passer par un concours aussi? Alors, bien sûr, oui. La voie royale d'accès, c'est les concours des grandes écoles. C'est le concours labellisé CTI. Exact. Exact. Donc les 3/4 d'une promotion de première année vient de cette filière royale. Les autres peuvent venir de licence, de DUT, de BTS, de master. Il y a quand même des passerelles entre les formations universitaires et les écoles d'ingénieurs, en particulier les écoles internes, puisque nous, à l'EIDD, nous sommes une école qui dépend de l'Université de Paris. Donc une école Paris Descartes même. Voilà, donc une école interne, ce qui veut dire des frais de scolarité très, très, très faibles, ce qui veut dire aussi l'accès au laboratoire de recherche de l'université, ce qui veut dire les infrastructures, bibliothèques, bureaux des relations internationales, tout ceci disponible. Donc ce qui favorise l'accès au laboratoire de recherche, ce qui favorise effectivement une formation, et en particulier à l'EIDD, une formation généraliste avec une approche système. On a parlé de systémier, donc c'est vraiment le cœur de métier des gens qui sont formés à l'EIDD.
Ce qui veut dire que la proportion, donc, en fait, pour devenir ingénieur, soit on passe par un concours, soit on entre dans une école d'ingénieur dès après bac sans concours, soit on peut aussi faire donc un BTS et par la voie parallèle réintégrer une école. Oui, absolument. C'est moi-même ma trajectoire d'ailleurs. J'ai commencé par un DUT lorsque j'ai commencé mes études après le bac, puisque j'ai été moi aussi victime de ce syndrome de la classe prépa, etc. Je me disais, on va garantir déjà un diplôme en 2 ans. Après, j'ai continué sur une école d'ingénieur. Après, j'ai fait un DEA, diplôme d'études approfondies, et j'ai terminé par une thèse de 3e cycle. Donc, je suis ingénieur et docteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc je reviens sur le DUT, à l'époque où moi je suis sorti, ça fait quand même un peu quelques années, nous étions une dizaine à poursuivre nos études du DUT génie thermique de Ville d'Avray. Aujourd'hui, si vous prenez les étudiants de DUT, plus de 80% d'entre eux poursuivent leurs études. Or, le DUT au départ, c'était une formation courte. C'était une formation en 2 ans après le bac pour former des techniciens supérieurs qui soient directement employables par l'industrie. Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent en DUT ont pour objectif quasiment dès le départ de continuer sur des études d'ingénieur. Merci Thierry Leriou pour tout cet aspect, j'allais dire, d'étudiant et de préparation de sa vie professionnelle. C'était quand même très important de le rappeler. Finalement, il n'y a pas de chômage, j'imagine, chez les ingénieurs une fois qu'on sort. Alors non, il n'y a pas de chômage. Effectivement, c'est un métier qui offre de grandes possibilités. Mais si je me permets de reboucler sur le colloque Espoir et Réalité, pour les jeunes ingénieurs, on constate, des études ont montré récemment, que 40% des jeunes ingénieurs quittent leur premier emploi à la fin de la première année. Donc là, on a probablement un problème, une erreur d'aiguillage. Est-ce qu'on prépare bien les jeunes dans le cadre du projet professionnel personnalisé dans les écoles d'ingénieurs? Est-ce qu'on se précipite quand on est un jeune avec je dirais que la situation économique de crise depuis des décennies fait peut-être que les jeunes ont l'impression de dire il faut tout de suite que j'intègre, il faut tout de suite que j'ai mon premier CDI, etc. Mais en tout cas, là, il y a une vraie question. Si presque la moitié des ingénieurs changent d'entreprise en moins d'1 an, ça veut dire qu'il y a un souci. Et dans ce colloque, on va aborder dans la table ronde numéro 2 cet aspect du recrutement et des outils qui sont mis en œuvre et offerts aux étudiants avec les sociétés Gochaba, avec Job Teaser, avec My Job Glasses, qui sont des entreprises françaises qui offrent aux étudiants la possibilité de mieux préparer leur intégration et leur insertion professionnelle. Alors, parlons justement de cette fameuse conférence que vous organisez. Continuons à parler de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le 11 mars, l'insertion professionnelle de 14h30 à 17h par Zoom. C'est organisé dans le cadre, je le disais en introduction, des Journées nationales de l'ingénieur, Thierry Leriou, du 1er au 14 mars. Donc vous faites cette fameuse conférence ce 11 mars. Pourquoi justement ce thème emploi, espoir et réalité? Parce qu'il nous interpelle, si vous voulez. Nous sommes formateurs, nous formons des ingénieurs, et quand on a les statistiques qui montrent que près de la moitié d'entre eux changent d'emploi en moins d'1 an, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait ou qu'on n'a pas tout à fait réalisé. Donc l'objectif de ce colloque, d'abord la destination première, le cœur de cible, ce sont les jeunes diplômés et les gens qui sont dans les écoles. Donc ceux qui nous écoutent, qu'ils pensent à s'inscrire rapidement à ce colloque, sur Internet il y a toutes les informations disponibles. Sur le site de l'IESF. Il faut aller sur le site IESF-IDF, il faut contacter les jeunes de l'EIDD, les alumni aussi de l'école qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Il faut s'inscrire, il faut venir nombreux. On a une licence Zoom qui est jusqu'à 1000 connexions. Je crois qu'on est à 100, un peu plus de 100 là. On vient d'ouvrir la campagne de publicité, de communication. On est à un peu plus de 100. Bon, il faudra effectivement que ça monte assez rapidement. L'objectif, c'est d'essayer d'apporter des réponses, d'apporter des solutions aux jeunes ingénieurs qui vont se retrouver sur le marché du travail au moment où on parle de génération sacrifiée, au moment où les entreprises ont de moins en moins d'offres de stage parce que les priorités se sont chamboulées. Actuellement, avec la crise et la pandémie que nous connaissons, avec la crise sanitaire, les jeunes ne peuvent plus trouver de stage. C'est-à-dire les entreprises se réorganisent, les entreprises sont un peu plus frileuses à accueillir des jeunes parce qu'accueillir un jeune en stage, c'est du temps, c'est de l'argent, etc. Donc actuellement, elles ont beaucoup de problématiques urgentes
chiante à traiter, et on a effectivement un peu plus de mal à trouver son stage, même son stage de fin d'études, lorsqu'on est en école d'ingénieur. Mais justement, c'est un problème pour vous, les écoles d'ingénieurs, parce que vous labellisez les diplômes sur le stage, pour la dernière année en tout cas. Ah oui, en dernière année, le stage de fin d'études, c'est 6 mois, c'est 30 CTS, c'est la moitié de l'année. Donc pas de stage de fin d'études, pas de diplôme. Alors comment ils vont faire tous ces jeunes? Alors écoutez, on s'efforce de les aider, c'est notre métier, c'est notre mission première. Actuellement, j'ai une promotion en 3A de 80 étudiants, je crois qu'il en reste une douzaine qui n'ont pas de stage. Théoriquement, ils devaient commencer au 1er mars. Je fais jouer mes réseaux, je donne effectivement de la voix, je le fais ici sur cette antenne. Donc les entreprises qui nous écoutent, eh bien, si vous avez des propositions de stage, n'hésitez pas à les faire parvenir à l'EIDD. Nous avons encore des jeunes ingénieurs qui cherchent des stages, qui sont un petit peu dans la détresse, dans l'attente. Bon, ils ont un certain nombre d'outils pour trouver, mais la situation n'est pas très favorable, il faut bien le dire. Et du coup, comment vous allez faire pour délivrer les diplômes pour ces jeunes qui n'ont pas pu trouver de stage? Écoutez, théoriquement, si un jeune qui arrive en 5e année et qui n'a pas de stage de fin d'études ne peut pas avoir son diplôme. Il n'y a pas de... Est-ce que vous pouvez le reporter s'il trouve son premier emploi sur la base des 6 mois de son premier emploi? Alors, il y aura probablement des mesures un petit peu plus lâches, un petit peu plus flexibles sur l'admission en stage. C'est-à-dire que théoriquement, ils doivent commencer le 1er mars. En tout cas, à l'EIDD, c'est le cas. On peut admettre qu'il y ait quelques mois de décalage, puisque la situation, effectivement, n'est pas facile. Donc, on peut admettre que un jeune puisse démarrer son stage au 1er mai. L'essentiel, c'est qu'il fasse le nombre de mois de stage qui est impératif pour avoir ses 30 CTS et pour avoir son diplôme, pour valider son diplôme. Pas de stage de fin d'études, pas de diplôme. Alors revenons à cette journée du 1er mars et notamment pour vous, Thierry Loriot, pour l'IESF, donc cette conférence de 14h à 17h30. Quels sont les 2 thèmes principaux de cette demi-journée pour les jeunes, c'est-à-dire sur le thème donc ingénieur, premier emploi, espoir et réalité? Alors, nous avons fait venir un certain nombre de speakers qui correspondent à l'écosystème des écoles d'ingénieurs. Nous avons le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous avons la CTI, dont vous avez parlé, Commission du titre d'ingénieur. Nous avons la CDFI, la Conférence des écoles françaises d'ingénieurs. Nous avons le BNEI, le Bureau national des élèves ingénieurs. Nous avons la CGE, la Conférence des grandes écoles. Je crois que j'oublie personne. Donc, nous avons effectivement tous les intervenants au niveau de la formation et ce sera l'objectif de la première table ronde, c'est d'essayer de faire un point sur l'employabilité et l'insertion des jeunes ingénieurs. Donc la formation. On a insisté tout à l'heure sur l'aspect soft skills. C'est pas facile quand on est dans une école d'ingénieurs. Bon, je dirais pas que c'est facile, mais on sait de quoi on parle quand on parle de physique, de mathématiques, d'informatique, de chimie, etc. On a les matières, on a les programmes, etc. Quand on parle de soft skills, c'est un petit peu plus nébuleux. Bon, alors évidemment, dans toutes les écoles d'ingénieurs, on a le PPP, le projet professionnel personnalisé, qui va aider justement le jeune ingénieur qui rentre en Bac+3 à essayer de définir son projet professionnel. Est-ce que je veux travailler dans l'aéronautique? Est-ce que je veux travailler dans la chimie? Est-ce que je veux travailler dans les matériaux? Est-ce que je veux travailler dans les nanotechnologies, dans le biomédical, dans le big data, etc. On va essayer, au long des 3 années de formation, d'essayer d'orienter le jeune vers sa future carrière. Et dans ce cadre-là, les 3 stages qu'il a effectués tout le long de son cursus sont fondamentaux. Parce qu'un recruteur, quand il lit un CV, qu'est-ce qu'il va regarder? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est les stages, c'est la cohérence des stages. Donc un jeune qui a fait ses 3 stages dans l'aéronautique, il va intéresser quelqu'un d'Airbus, quelqu'un de Dassault Aviation. Un jeune qui a fait ses 3 stages dans la chimie va intéresser Arkema, va intéresser les chimistes, Solvay, etc. Donc effectivement, c'est important de se constituer un CV, se constituer une espèce de carapace pour rentrer sur le marché du travail. Et donc c'est tous ces sujets-là qui vont être abordés pendant cette demi-journée ingénieur premier emploi? Alors la formation état de l'art sur les formations dans les écoles d'ingénieurs, les soft skills, la RSE, c'est que les jeunes ne rentrent plus dans certaines sociétés parce que maintenant on a des aspirations éthiques, écologiques, etc. qui sont d'ailleurs tout à fait louables chez les jeunes ingénieurs. Donc premier point. Deuxième point, le recrutement, puisque les entreprises et les grands groupes ont en général un coup d'avance sur les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'on a maintenant dans les processus de recrutement une gamification. On va inviter plusieurs ingénieurs à travailler sur une demi-journée sur un sujet et on va en choisir un seul sur les 5 qui ont été appelés. On va avoir le mur qui vous
vous pose des questions très précises sur votre CV, vous n'avez personne en face et il faut essayer de se vendre. Et toutes ces nouvelles méthodes de recrutement, on va effectivement les aborder. Il faut que les jeunes, lorsqu'ils sont en formation, puissent acquérir les principes de base. Quand je suis arrivé à l'EIDD, je me suis rendu compte que les jeunes arrivaient à passer le point technique des entretiens avec les responsables de département, les ingénieurs, etc., se faisaient retoquer au niveau des RH. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les RH refusent nos jeunes? J'ai essayé de comprendre et je me suis dit, ils n'ont pas les codes. Donc on essaye effectivement de donner ces codes à nos étudiants. Donc il y a tout un entraînement finalement. Bon, c'est de la pratique, c'est de l'expérience, c'est ce qu'on fait en labo de recherche, c'est ce qu'on fait en école d'ingénieur. Alors, quels sont les autres thèmes qui seront abordés au cours de cet après-midi? Ingénieur, premier emploi, espoir et réalité, le 11 mars, je rappelle. Essentiellement, on vient d'en parler, la formation, le recrutement, les nouvelles techniques de recrutement, et on va effectivement donner la parole aux sociétés qui ont réfléchi sur ces sujets. Je répète maintenant les noms de Goshaba, de Job Teaser, de My Job Glasses, qui sont des sociétés qui aident les écoles à former, à rendre meilleurs les candidats avant de leur insertion professionnelle, avant leur intégration. Voilà les principaux thèmes qui seront développés pendant ce colloque. Voilà, donc pour rejoindre cette réunion qui se passe via Zoom, eh bien, il faut s'inscrire sur votre site internet, j'imagine, et là, on recevra des codes une fois qu'on est inscrit. Il faut absolument s'inscrire sur le site IESF-IDF, Île-de-France, puisque c'est l'organisateur avec le IDD. Je me plais à le rappeler, puisque les étudiantes, les 5 étudiantes, plus les alumni aussi, il faut bien aussi rendre hommage aux alumni de l'EIDD qui ont beaucoup travaillé sur l'organisation de ce colloque. Et c'est un vrai plaisir que de travailler avec des jeunes quand on a un petit peu d'expérience, comme c'est mon cas. Et donc, oui, il faut s'inscrire sur IESF-IDF. Il faut surtout venir participer à ce colloque qui sera 100% Zoom. Et 100% digital. 100% digital, 100% digital, 100% visio. Et je pense que tous les jeunes qui sont actuellement en formation, qu'ils soient en master, en thèse, en doctorat ou en école d'ingénieur, auront à glaner quelques informations pertinentes qui favoriseront leur intégration professionnelle. Et puis bravo, soulignons que donc cette demi-journée est organisée par 5 femmes, comme vous l'avez dit. Oui. Donc c'est une première finalement. Je rends hommage à ces 5 étudiantes de première année que j'ai eu en cours sur l'entreprise, donc je les félicite. Merci beaucoup Thierry Loriot d'être venu nous parler de tous ces points très importants pour un premier emploi.